Donc, Gaël, Gildas, merci d'être là pour nous expliquer un peu comment se déroulent les déracinés, comment s'est déroulée la création, comment ça se passe maintenant, et comment ça va se passer après. Comment est née l'idée? Juste avant Déraciné, j'ai publié La vache de l'espace, Mhm. euh, qui est une histoire pour petits et grands enfants, qui a quelques points communs avec Déraciné, mais c'est beaucoup plus bon enfant comme histoire. C'est l'histoire d'une petite vache qui s'ennuie ferme sur la Terre, Mhm. donc elle décide d'aller dans l'espace. Donc elle prend son scaphandre et puis bah, elle y va. Mhm. Et là, elle fait la rencontre de plein d'autres personnages avec qui elle va se faire des amis, enfin plus ou moins. Oui. Et puis sortir de la monotonie, surtout les personnes qu'elle va rencontrer. Par D'accord. exemple, elle rencontre un satellite qui s'ennuie ferme, enfin qui s'ennuie. T'en as marre de tourner en rond. Oui, oui, Hein. c'est ça. Et bah du coup, bah ils vont décider de partir en voyage. Il y a le petit astronaute oublié Oui, sur la Lune, oui, oui. qui s'ennuie ferme aussi, parce que tout seul sur la Lune, c'est pas Ah, ah. terrible. Oui, ça. Et il y a des choses qui se passent sur Mars, mais il faut en garder. Vas-y, Et j'écoute. avant, j'ai publié une BD expérimentale qui s'appelle Gargolotolo. Oui. Et c'est l'histoire d'un et plusieurs personnages de bande dessinée qui essaient de sortir des cases. Mais ça, c'était un peu le coup de cœur de mon éditeur, donc voilà quoi. À l'origine, c'était des gags que j'avais mis sur Internet, et puis Donc en fait, donc il y a ces deux expériences BD avec des albums qui sont sortis oui, oui, qu'on peut trouver en librairie, oui, Y compris chez Phénomène J y d'ailleurs, compris je crois. oui. chez LNG, une très grande maison. Et, Mm. voilà. Alors des expériences graphiques, une évolution dans ton travail aussi. Bah oui, oui, une Mm. évolution, oui. Oui. Mm. Et puis aussi, ben, le fait de travailler avec quelqu'un d'autre. J'ai eu quelques autres expériences de travail avec d'autres personnes avant. Mm. La plupart n'avaient pas abouti. Si, il y en avait une qui avait abouti, une bande dessinée, mais qui n'a pas été publiée. C'était pour mettre sur le site BD Amateur. Non, oui, sur BD Amateur, mais c'était mis sur Webcomics après. C'était avec un auteur, enfin, qui se faisait appeler Docteur O et C. Et en fait, il avait écrit une petite histoire en bande dessinée à partir de la nouvelle Second Modèle de Philippe Cadic. Et quelle évolution justement au niveau technique par Au exemple. niveau technique, ben beaucoup plus de lisibilité déjà. Mhm. Dans la narration aussi, notamment le choix d'avoir beaucoup plus de pages et moins de cases, qui me Mhm. correspond mieux. Les, les cadrages et tout ça, bon, puis dans l'évolution des personnages aussi. Mhm. Gilda m'a beaucoup appris là-dessus. Bah, c'est vrai que quand on a commencé à travailler ensemble, Gaël avait déjà tout un univers dont on va peut-être parler tout à l'heure. Mais avant de faire Déraciné, dans le même univers, on a développé un petit récit qui devait faire 12 planches et puis qui finalement en fait 18, qui a été l'occasion de s'essayer à la fois à l'écriture commune et puis à la mise en scène commune. Parce que Mhm. voilà, moi j'ai fait une école de cinéma, donc j'ai des choses qui m'importent à moi en termes de scénographie, de cases, etc. Et puis Gaël aussi, donc du coup, il y avait quand même une grande question de savoir comment on allait collaborer et qu'est-ce qui en sortirait. Est-ce qu'il y aurait un mort avant la fin de la première planche ou est-ce Mhm. qu'on arrivait à en faire plusieurs. Enfin bon, finalement, bah là, Oui, parce que c'est pas juste un scénario et des petits Mm. dessins, c'est aussi Oui. le scénariste peut dire ah bah tiens tel cadrage. Ben, en fait, en 2002, j'avais commencé à élaborer une histoire qui était à l'origine une sorte de fanfiction. Et j'avais travaillé avec un collègue et ami des dessinateurs avec qui je parlais sur Internet et avec qui j'ai déjà fait des expositions sur Châteauroux, qui s'appelle Joël Fauché. Mais comment dire, il y a déjà des premiers éléments qui sont déjà mis en place assez tôt, Mhm. notamment le personnage de Yael Chagall. Donc Mhm. déjà le nom est venu très vite. Hein. Au départ, en fait, j'avais une idée d'histoire où il devait y avoir trois protagonistes. Bon, s'il y en a un qui était il y en a un qui était un mec, l'autre qui était une fille. Et bah tiens, si ce personnage-là était hermaphrodite. J'avais vu un thème soirté sur justement l'intersexualité, qu'à l'époque on appelait hermaphrodisme, Mhm. qui m'avait assez marqué, voilà, notamment sur le fait que dans nos sociétés, c'est complètement tabou et que ces personnes sont généralement opérées à la naissance. Voilà. Et donc j'ai voulu faire une histoire justement avec un personnage comme ça qui n'avait pas justement subi Cette opération. oui.
Et il s'est passé plusieurs années avant que Gilda arrive, parce que Mm. pendant un moment, quand je me retrouvais toute seule à travailler dessus, j'essayais de trouver un peu quelqu'un d'autre qui travaillait, j'essayais de travailler toute seule, bon, pour créer mon propre univers. Je me suis dit, si je veux publier, ça sert à rien que je fasse une fanfiction, vaut mieux que je crée mon propre univers. C'est à partir de, à peu près vers entre 2004 et 2006, il y a eu un remaniement où j'ai commencé à faire mes propres designs. Pour les vaisseaux spatiaux, Pour les vaisseaux, les scaphandres, oui, etc. les scaphandres à revoir un peu, l'univers à réécrire des choses, notamment sur les Solariens. Mhm. On a fait connaissance en 2000, parce qu'à l'époque, on était tous les deux dans le même club de jeux de rôle à Avrier, un club qui existe encore, qui s'appelle les Gardiens des Légendes. On avait perdu le contact parce que moi, le jeu de rôle, j'en faisais plus. Disons que c'est que je m'étais retrouvée un peu éloignée avec mes études Voilà. des clubs, donc Moi, j'avais également pris 2 années sabbatiques, dont une pour aller suivre une formation en école de cinéma. Mhm. J'étais en train de vraiment me poser la question d'arrêter l'enseignement pour me consacrer à l'écriture et au scénario. Et puis, j'avais commencé à organiser et à proposer des rencontres sur Angers entre personnes qui écrivent des histoires pour échanger, déjà à l'époque. Et une des premières personnes qui sont venues à ces rencontres, c'est Gaël, avec effectivement ce projet de récit qui était très très foisonnant. Il y avait beaucoup d'idées. Donc à partir de là, on a commencé à se voir une fois par semaine pendant quasiment un après-midi par semaine. Et quand je dis un après-midi, c'est 4 heures, quoi. Et où, pour le coup, je prenais des notes, des fois Gaël aussi, et où il s'agissait pour moi de m'imprégner de tout ce qu'elle avait en tête et de tout ce qu'elle voulait. De croiser ça avec ma propre culture de science-fiction, puisque moi, la SF, je suis tombé dedans quand j'étais gamin aussi. J'ai commencé par être lecteur de bande dessinée avant de lire des romans. Mais le premier roman que j'ai lu, le premier texte écrit dans lequel il n'y avait pas d'image que j'ai lu, c'est un roman de science-fiction, et c'est un roman de Robert Heinlein, écrivain américain plutôt connu on va dire des fans de SF comme le grand public connu, maintenant, mais enfin quand même une sacrée référence. Et puis très vite, j'ai été amené à proposer à Gaël de faire ce que Heinlein avait si bien fait, c'est-à-dire élaborer une trame historique pour vraiment construire cet univers du futur avec une cohérence temporelle, spatiale, en se demandant à quelle époque tel pays fait telle chose, une station spatiale, quelle est son histoire, un habitat orbital sur Cérès, depuis quand, et d'élaborer comme ça vraiment une trame temporelle qu'on a fait démarrer sciemment en 1969 en se disant on part de l'univers réel, de l'histoire réelle, et puis on va la faire bifurquer à partir d'un certain moment pour amener un univers qui soit de la science-fiction certes, mais en même temps un peu décalé par rapport à la réalité historique, quoi. En fait, appuyé sur une structure historique. Voilà. Et donc, rien que ça, ça a pris un certain temps pour construire cette trame temporelle, qui vraiment a été très importante, parce que c'est à partir de là qu'on a pu vraiment élaborer quelle était la culture à laquelle appartiennent chacun des personnages, et donc enrichir la personnalité un petit peu de choses de leur propre passé. Donner du fond, du tissu. Et donner du fond. Gildas, par son apport, t'as transformé ton histoire. Est-ce que t'as l'impression qu'il y a des choses qui se sont améliorées on l'a transformé à deux. Ouais, Oui. d'accord. Notamment le fait de recentrer l'histoire sur Yel et donner un rôle plus important à Gahalan, le Solarien. Je sais plus exactement, mais où en fait je me suis décidé, mais est-ce que ça serait pas plus intéressant de faire commencer l'histoire avec la rencontre de Yel et de Gahalan, avec justement qui est prisonnier de qui, comment arriver à survivre quand on est ennemi, des trucs comme ça. C'est vrai que la version d'origine, il y avait plusieurs personnages principaux et là c'était recentré sur un couple. Disons que ce qui est rigolo, c'est que là on va avoir 78 planches où on voit vraiment principalement Yel et Gahalan. Mais en fait dans l'histoire, dans la trame générale, il se passe plein d'autres choses en même temps ailleurs. Et le choix de se focaliser sur ces deux-là, c'est vraiment venu parce que tout le reste avait été développé, quoi. Quand ils vont tomber sur d'autres personnages dans le tome 2, ces personnages, il va aussi leur être arrivé un certain nombre de choses et qui vont à certains égards croiser ce qui se passe dans le tome 1. Au départ, ça devait être une trilogie, mais en remaniant ma narration, je me suis aperçu que je me débrouillais mieux avec un découpage de romans graphiques. C'est-à-dire, je ne scénarise pas planche par planche et case par case, je scénarise scène par scène, et puis ensuite c'est Gaël qui, au vu de la scène et de la façon dont elle la ressent, va faire une première proposition de découpage, qu'on rediscute,
parce qu'il y a des choses où voilà, elle peut hésiter entre différentes options, et puis il y a des fois où elle peut dire bah là je coince, donc à ce moment-là on a un vrai échange pour trouver comment faire. Je me suis rendu compte qu'une page de scénario, ça donnait 3 planches. D'accord. Ça risquait de faire 150 pages. Oui, ça fait beaucoup. Et donc là, on s'est dit bon bah, comment on fait ça? Finalement ça fera peut-être pas 3 tomes mais 6. Que à ce moment-là, on était en recherche d'éditeurs. D'accord. On venait à peine d'être contacté par un premier qui n'a pas donné de suite. Et il y avait un ami qui venait de monter sa propre boîte d'édition qui s'appelle YIL Édition. Enfin, YIL Édition, quoi. Qui veut dire Yanouche Industrie Lourde. D'accord. Qui aimait beaucoup mon travail. Notamment, il avait lu en ligne la première histoire qu'on avait fait ensemble. Parce qu'on avait fait une première histoire avec le personnage de Yale, une histoire qui s'appelle Un temps de crise. Histoire qu'on pense d'ailleurs reprendre un jour. En même temps, de faire ça, on travaillait aussi sur le scénario principal et sur l'univers. D'ailleurs, il y a tellement d'éléments pour l'univers qu'on pourrait pas sortir une encyclopédie, voire un jeu de rôle. Bah, on y pense sérieusement d'ailleurs. On a même carrément pris quelques contacts pour proposer dans certains clubs où que moi j'ai connu des gens il y a un certain temps maintenant, bah, de dire bah voilà, quand on aura sorti la BD, on proposera des parties tests. Donc alors cet éditeur, parle-moi un peu de YIL. En fait, c'est un auteur de bande dessinée qui en avait un petit peu assez de se recevoir des refus de la part des éditeurs classiques. Donc il a d'abord décidé d'auto-éditer sa propre bande dessinée, qui s'appelle L'Entremonde. C'est une histoire de science-fiction, c'est un peu du montage photo qu'il utilise. D'accord. En fait, bon, ça a marché un petit moment, et ensuite il s'est rendu compte que c'était difficile de bourlinguer tout seul, donc il a décidé de monter sa propre édition. L'intérêt c'est que en s'auto-éditant, finalement, il a mis la main à la pâte, quoi. Il s'est lui-même occupé de fabriquer sa propre BD. Et ayant fait ça, il s'est dit, finalement, si je peux le faire pour moi, pourquoi ne pas proposer ça aux autres et créer une structure d'édition. C'est là qu'est partie son idée. Ce qui est malin. Et d'autre part, il a eu une autre idée que moi je trouve très intelligente. Il s'est dit, si je monte une boîte d'édition, avec moi et les gens que je connais dans le milieu, évidemment, on va pas aller concurrencer Glénat ou Casterman, ça on le sait. Donc, il faut qu'on fasse autrement. Alors, la stratégie des grands éditeurs, c'est d'avoir des tirages importants, d'avoir une communication importante, et puis, au bout de tant de semaines ou tant de mois, tout ce qui n'a pas été vendu, on le met au pilon. Donc, on va sortir, je dis n'importe quoi, on va sortir peut-être 10 000 exemplaires, on va en vendre 4 ou 5 000, et puis les autres vont partir au pilon, et voilà, et comme on a tout calculé pour que ce soit rentable pour nous de le faire, c'est comme ça qu'ils travaillent. Ça, c'est quand tout se passe bien. C'est quand tout se passe bien, et pour les éditeurs, on va dire, installés. Donc Yanouche, avec sa société, il est parti sur un parti pris complètement différent. Il s'est dit, mais si on évite tout ce gâchis d'envoyer autant de BD au pilon, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'être à des prix comparables en tirant beaucoup moins? En tirant beaucoup moins, et on retire si on a besoin. Mais du coup, on jette plus de BD à la poubelle, on n'envoie plus rien au pilon, et on imprime et on édite en fonction de la demande, en fonction du succès. Donc on prend beaucoup moins de risques, et du coup, en termes financiers, tout le monde s'y retrouve. Par exemple, là, Déraciné, Gaël et moi, quand ça va sortir, on touche les droits d'auteur au premier exemplaire vendu. D'accord. Ce qui est loin d'être le cas, je pense, pour les gens qui sont édités par des éditeurs, on va dire, plus connus. Enfin, ça marche pas comme ça, mais oui, c'est... En fait, c'est comme le tirage à la demande. Le tirage à la demande, effectivement, on touche généralement des pourcentages plus importants pour des tirages bien moindres, mais l'avantage, c'est qu'il peut y avoir des retirages autant qu'on veut. Autant qu'il y a de lecteurs, en fait. Voilà. Alors une autre particularité de YIL Édition, c'est que au tout début, quand il s'est lancé, évidemment, il n'avait pas de distributeur, là il est en train de trouver des modes de distribution, et donc il a eu l'idée de proposer à tous les auteurs qu'il publiait de se faire connaître les uns les autres. C'est-à-dire que quand on va sur un salon, on a la BD qui est éditée, dont on est l'auteur, mais on peut également proposer les BD des autres auteurs. Si on est amené à vendre une BD d'un collègue, on touche aussi un pourcentage sur cette BD. De sorte que, en fait, tout le monde a intérêt à ce que tout le monde vende. Oui.
Alors, oui, c'est plus l'éditeur est en bonne Voilà. santé. Mais ce que je veux dire, c'est que et moi j'ai trouvé ça à la fois très malin et puis très audacieux, c'est que c'est le principe du gagnant-gagnant. Quoi. Mais qu'un éditeur se lance avec cette philosophie-là, moi je connaissais pas encore. Et j'ai été séduit. Après, je me suis dit, ben on verra bien. Après tout, peut-être que c'est un pari, mais que des fois il faut savoir parier. Oui, oui, puis c'est une belle expérience de toute façon. Ah bah oui, Ouais. aucun doute. Avec lavage de l'espace, ça marche plutôt bien. Hein. Je veux dire, quand je vais dans des salons, ça plaît plutôt. Hein, je veux dire, ça part même comme des petits pains. Ah non, et puis même du coup, les autres auteurs publiés chez Hill, de temps en temps t'en vendent aussi. Oui, oui. Il y a une question que tu as posée tout à l'heure qui était une très très bonne question. Merci. Sur effectivement comment on a réussi à mettre en place un mode de collaboration. Il y a eu une étape où moi j'avais des idées de mise en scène et où Gaëlle c'était pas confortable pour elle parce qu'elle avait des images dans la tête. Donc comment faire pour concilier les deux? Eh ben on est passé par une étape qui a été un peu fastidieuse mais qui à mon avis a été très très riche en termes de créativité. C'est qu'il y a eu tout un travail d'élaboration vraiment d'images. C'est-à-dire faire un peu comme ce que font les graphistes quand ils préparent un film, c'est-à-dire de faire que des images, de grandes images, pour dire voilà ce qui vient en tête de Gaël sur telle et telle scène. Et donc pour le coup, à partir de ces images-là, moi dans un second temps, je pouvais me dire ok, je comprends comment est l'espace, ok, je vois l'idée. Et à partir de là, je pouvais faire à Gaël des propositions en disant ah oui d'accord, cette séquence-là, c'est ça que t'as en tête. Et si on découpait ça de telle et telle façon. Ouais. Et donc c'est quelque chose un peu fou bizarre, mais ça consiste en gros à moi réussir à percevoir ce qu'elle a dans la tête comme image et à mettre en scène les images qu'elle a dans la tête. Ça demande en fait beaucoup de temps parce qu'il a quand même fallu qu'elle fasse tous ses dessins. Ensuite, il a fallu qu'on en parle et puis à partir de là, évidemment qu'on chemine progressivement vraiment vers un découpage, décider à quel moment on allait faire commencer l'histoire. À quel moment voilà les problèmes allaient venir, puisque bien entendu un récit, hein. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de récit. Presque dès la première plage, Voilà. Puisque ça commence une media res. Ouais. Alors commercialement, expliquez-moi un petit peu comment vous avez fonctionné ces histoires de crowdfunding et tout ça. Racontez-moi Alors ça. là, c'est pour en fait le lancement du projet et aussi une façon de mettre en place le tout premier tirage collector. C'est-à-dire celui qui va être numéroté, qui vaudra sans doute beaucoup plus cher plus tard. Alors, on l'espère en tout cas. On l'espère. Peut-être que d'ici quelques années, tu vendras les exemplaires de la première édition. On viendra chez toi. Oh, un tome 1 déraciné d'édition originale. Oh, ça fera triper tout le monde. D'autant plus que la première version a souvent des petits bonus en plus. Ah là, il y en aura. Oui. Et en fait, je me suis un peu basée sur la première expérience que j'avais eue avec Lavage de l'espace. Ce qui a permis de la faire connaître quand même. Ce qu'il faut expliquer, c'est vraiment la question de faire connaître. Oui. C'est plus difficile. Parce que comme il dit, effectivement, au moment où on a fait un contrat avec lui, à ce moment-là, il n'avait pas encore de moyen de distribuer la BD. Donc on s'est dit, de quelle façon on peut communiquer pour la faire connaître un maximum. Et très très vite, la question du crowdfunding est venue, quoi. Donc du coup, on en a parlé. Gaëlle, c'est à ce moment-là qu'elle a sorti Lavage de l'espace. Et donc très très vite, on s'est dit, mais c'est effectivement une bonne façon d'avoir une visibilité, d'avoir des échos, et puis effectivement de vendre des albums, certes, mais c'est surtout pour amorcer le bouche à oreille autour du projet, parce qu'en fait, voilà, tu vas dire mieux que nous combien de bandes dessinées sont publiées chaque année en Europe, mais voilà, il y a 5 ans, c'était déjà, je crois, 2500 par an, on doit être à peut-être 3005 ou 4000, je sais pas, enfin c'est... On se rend compte, par exemple, jusque dans les années 80, il était facile d'acheter tout ce qui sortait. Voilà. Pour qu'un collectionneur, aujourd'hui, sort par an quasiment ce qui est sorti entre les années 50 et les années 80. Voilà. Donc, ça devient très difficile. Il faut trier. Alors il y a du tri, alors c'est pour ça que l'histoire de Yale est intéressante, c'est-à-dire que le système économique lui-même est pas mal, puisque faut savoir que 80% des BD qui vont sortir un tome 1 ne verront jamais un tome 2.
que les tirages sont beaucoup plus faibles que ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on tire pas du tout à 10 000 exemplaires une bande dessinée au départ, on tire à 3 000, 5 000 quand on a l'espoir. Et que c'est pour ça aussi que aujourd'hui des éditions originales de Black Sad et tout ça qui datent quand même pas ou de Landfeust, ça coûte une fortune parce qu'effectivement les tirages de base étaient ridicules. Mais par rapport à beaucoup de BD qui malheureusement sur les tirages de 3000 vont en vendre 150, donc ce parti pris de tirage limité au départ est tout à fait intéressant, sans compter que... Adapté à la demande. Adapté à la demande, et surtout laisse la possibilité de rebondir, parce qu'elle est imprimée aujourd'hui 150 BD, à une époque on aurait dit imprimer 150 BD, tout le monde nous aurait rayonné. C'est pas possible. Ouais. Techniquement, ça aurait fait des prix aberrants. Il y a, on a un ami, Philippe Ward, qui a travaillé pour la maison Rivière Blanche, et quand il est arrivé avec son système économique, tout le monde a rigolé. Sauf qu'aujourd'hui, il est à plus de 200 titres, ben oui. Et qu'il a découvert des noms de la SF et du polar, qu'on retrouve maintenant chez les gros éditeurs. Hein. Je vais prendre un exemple au hasard, David Carra. Son premier roman, c'est Les Vestiges de l'Aube. Oui. Tirage à la demande. Son deuxième roman, c'est Projet Bleiberg, chez Critique et ensuite chez Titre SF, et il est à plus de 150 000 exemplaires. Donc on est vraiment dans des systèmes économiques qui sont très différents. Et puis surtout, les gros éditeurs, ils en ont marre de dépenser du pognon, de tirer 5 000 BD pour en vendre 150. Et donc ils sont en train de pister tout ce qui se passe chez les micro-éditeurs, comme on les appelle pas péjorativement, parce qu'ils savent très bien que peuvent naître de ces maisons d'édition-là les futurs gros auteurs de la bande dessinée ou du roman français. La difficulté, c'est que le système de crowdfunding commence déjà à s'essouffler, j'ai l'impression. Non, c'est pas qu'il s'essouffle, c'est... Il connaît ses limites. Bah, disons que ce qui se passe, c'est qu'il y a une croissance vraiment mais très forte et très régulière de l'argent collecté par le crowdfunding. Mais le volume d'argent récolté croît moins vite que le nombre de projets proposés. Et oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, on se retrouve avec voilà des sites de crowdfunding où il va y avoir 30, 50, 60 projets. Et la question de la lisibilité se repose. C'est-à-dire que, en gros, on lance un projet en crowdfunding et très très rapidement, on s'aperçoit que si on veut être crédible, il faut déjà avoir un premier cercle d'amis et de famille qui apporte un minimum de 30% du financement total. Et si on l'a pas, de toute façon, on sait que ça décollera pas. Second cercle, voilà. Et la plupart des projets, en fait, fonctionnent seulement avec le premier et le second cercle. C'est-à-dire les amis et la famille, et puis les cercles professionnels, et puis les amis d'amis. Mais les projets crowdfunding qui vont au-delà de ces cercles-là, c'est généralement des projets qui sont menés par des gens qui sont présents dans leur domaine depuis longtemps. Qui ont une expérience. Et qui ont une expérience et une image au-delà de leur cercle. Oui, qui ont déjà plein de fans, ou alors comme nous, où ils ont eu, vous avez déjà plein de fans et puis aussi une diffusion télé. Donc, voilà quoi. Oui, mais en même temps, il faut commencer, quoi. Oui. L'avantage, c'est toujours à ceux qui démarrent. Hein, c'est sûr. Mais... Qui ont osé. Voilà. Oui. Exactement. Donc, alors, dites-nous, là, vous êtes à 95%. Ouais. Oui. Il vous reste 5%, a priori, c'est bon. Alors, oui, a priori, c'est bon. Là, il y a 2-3 personnes dont on sait qu'elles vont souscrire et qui vont faire très très vite. Et puis il y a le salon en GBD où on va être pendant 2 jours et où on compte bien continuer la com. Donc là, on n'est pas du tout inquiet sur le fait de boucler le financement. Ça, c'est vraiment pas un souci. Donc financement bouclé, comment ça se passe après ? Après, c'est là que c'est la partie. C'est pas très agréable, c'est de la comptabilité. La comptabilité compter les parties, parce qu'en fait les gens qui souscrivent, ils peuvent souscrire pour avoir la BD, mais ils peuvent aussi souscrire pour avoir plus de choses. Oui, j'ai vu ça. Alors évidemment, s'ils souscrivent pour avoir un extrait du scénario, faut que j'en imprime quelques pages pour leur envoyer. S'ils souscrivent pour avoir une toile personnalisée faite par notre artiste ici présente, il va falloir qu'elle la peigne. C'est principalement des aquarelles. Là, j'ai essayé de simplifier un peu. Et alors donc pour répondre complètement à ta question, tout ce qui concerne ce qu'on peut appeler la prévente, c'est-à-dire tout ce qui concerne la BD, l'artbook, éventuellement l'encyclopédie si elle se fait, tout ça, c'est de l'argent qui est collecté via Ulule, mais que nous on envoie directement à l'éditeur, et c'est lui qui entre ça dans ses recettes. D'accord.
sur laquelle il va payer la TVA, ses impôts et le droit d'auteur. D'accord. Tout le reste, eh ben, ça dépend des contreparties, mais tout le reste, ça rentre dans nos comptabilités respectives et que nous devons déclarer et sur lequel on paye aussi nos charges de façon distincte. Très bien. Et Ulule, en fait, ne sert que d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'une fois que la transaction est faite, ils nous envoient une facture d'un pourcentage de la somme collectée, c'est 8%, et eux, c'est tout. Donc, ils ont ni droit de regard sur ce qu'on fait de l'argent, ni contrôle sur la façon dont on gère les choses ensuite, quoi. D'accord, oui, le principe du crowdfunding. C'est le principe du crowdfunding. Ok. Donc, combien d'albums vont être tirés, là Je peux dire, c'est que actuellement, avec la souscription, on est actuellement à 110 albums On a 110 albums préachetés, déjà. préachetés. C'est vachement bien. Et faudra compter ensuite tout ce qu'il y aura au lancement. Parce que là, c'est simplement les personnes qui veulent être les premières. Et... c'est ça. C'est pas mal du tout. Et tu sais qu'il y a des BD sortis chez les grandes maisons d'édition de BD où ils en vendent 150. Hein. Ouais. Et nous, on espère bien en vendre 200 et 200 et 200 et qu'au bout d'un moment, voilà. Mais encore une fois, voilà, on ne le saura que quand des gens l'auront feuilleté, auront passé leur surprise parce que sur le plan graphique, c'est clair que de la science-fiction dessinée comme ça, je pense qu'ils en ont jamais vu. Plus ça devrait être un tirage un peu luxueux, on veut dire dans le sens c'est de la couverture épaisse qui est prévue, en dur. Cartonné. Et 78 pages quand même. Voilà. 78 pages en couleur aquarellée, bon. Puis le même papier que pour Lavage de l'espace. Un beau papier, quoi. Ouais. Puis il y aura l'artbook aussi, mais ça c'est un bonus. Ça va être un truc. On verra si ça va rester collector. D'accord. Il faut déjà que la BD fonctionne. Voilà. Après, il y a une autre chose que tu as dite et qui est assez intéressante. Tu dis beaucoup de BD, sortent un tome 1, il n'y a jamais le tome 2. Et avec cette idée-là, il y a tous les amateurs de BD qui attendent que le tome 2 sorte pour acheter le tome 1, parce que s'il n'y a pas le tome 2, ça sert à rien d'acheter le tome 1. C'est vrai. Et c'est ça le paradoxe, c'est qu'en fait, il faudrait pratiquement être sûr de publier les 2 premiers tomes pour commencer à vendre le tome 1. Donc c'est pour ça qu'on reste très zen, et puis on se dit voilà, on va sortir le tome 1, et puis même si ça démarre pas aussi bien qu'on voudrait, on va quand même derrière sortir le 2, en se disant que le 2 relancera le 1, et ainsi de suite. Oui, mais ça se voit très régulièrement dans le monde de l'édition, ça, c'est clair. Et d'ailleurs, certaines, par exemple, Torgal, Rosansky, a sorti 2 tomes. Ah oui, au les début. Les 2 premiers tomes sont sortis ensemble. Et il y a un certain nombre de... Ah, d'accord. Il y a un certain nombre de bandes dessinées comme ça, qui sortent les 2 premiers tomes. Ça remonte à quand, Torgal, parce que oui, ça fait fait un certain temps. Mais c'est ce que j'étais né. Mais c'est une référence que moi je respecte beaucoup parce qu'il y a malgré tout également tout un univers, une trame historique, un passé. C'est tout à fait une référence pour moi. Voilà. Bon Gaël, Gildas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Merci beaucoup de les avoir posées. Oui. Et puis j'ai hâte de voir la bête finie. Et normalement février. D'accord. Voilà, fin janvier, début février, et puis j'espère qu'on aura le plaisir de venir dédicacer ici. Ce sera avec grand plaisir. Oui. C'est génial. Merci Jean-Luc. Merci.